Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal. Où en est le plan de restructuration de la Société des Bains de Mer? Annoncé en octobre dernier, il devait faire économiser 25 millions d'euros au groupe. Nous ferons le point en studio avec le président délégué de la SBM, Jean-Luc Biamonti. Nous nous sommes également intéressés ce soir à l'anxiété bien présente en cette période si particulière. Est-ce que les médecins de ville le constatent? Les patients ont-ils peur d'aller se faire soigner en cabinet? C'est une des questions que nous avons posées au docteur Thomas Kilian. Dans ce journal également, des travaux à flanc de falaise du côté du jardin exotique. Et puis nous vous emmènerons au cœur d'un des lieux où il fait bon de se retrouver, le marché de la Condamine. Mais tout d'abord, rejoignons notre premier invité dans le studio de Monaco Info. Et notre premier invité ce soir est donc Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. Bonsoir. On va retracer ensemble le plan de restructuration de la SBM que vous nous aviez annoncé sur notre antenne au mois d'octobre. Il se présente sous trois axes. Il y a les départs à la retraite anticipée, les départs contraints et puis la renégociation des conventions collectives. Où en êtes-vous dans ce plan qui, je vous le rappelle, je le rappelle aux téléspectateurs, devait faire économiser à la SBM 25 millions d'euros? Si je reprends les trois volets que vous avez mentionnés, je vous rappelle que quand même quand nous déposons le plan à la direction du travail, on avait prévu 161 départs contraints. Ce qui nous préoccupait énormément. On a mis en place effectivement, comme vous l'avez rappelé, un plan de départ volontaire à la retraite. Ce plan a connu un très beau succès, puisque finalement, nous avons pu obtenir et retenir 227 départs volontaires à la retraite. D'accord, au lieu de 189 que vous aviez annoncé au mois de décembre. Donc oui, alors ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'on avait 189 effectivement départs volontaires et encore beaucoup de contraints. Quand on est à 189, c'est 189 direct. Monsieur X part, il n'est pas remplacé, ça fait 1. Quand on est dans la phase suivante, on prend quelqu'un qui doit partir de façon contrainte, ne veut pas partir, on le remplace par quelqu'un qui part ailleurs volontairement, on le prend des contraints et on le replace à la place d'un volontaire. Donc plus il y a de volontaires, moins il y a de contraints. Ça, c'est pas direct, mais c'est quand même relié. Et donc aujourd'hui, 227 volontaires, 4 contraints au maximum. Et on travaille. Alors malheureusement, je pense que les 4, ça va vite devenir incompressible, mais peut-être 3. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est 4. Pour ce qui est du troisième plan, vu le succès du plan de départ volontaire à la retraite, vu également que beaucoup de salariés ont souffert avec le CTTR, enfin, merci le gouvernement Princier d'avoir instauré ce CTTR, mais néanmoins, pour le salarié, c'est quand même un sacrifice. On a considéré, peut-être en étant trop gentil et trop magnanime, qu'on ne voulait pas faire une espèce de double peine. Et finalement, on a abandonné l'ensemble des renégociations dont vous avez parlé comme troisième volet de ce plan. Et il n'y en a pas eu du tout. Il n'y en a pas eu du tout. En revanche, la conséquence de ça, c'est que malheureusement, par rapport aux 25 millions cibles que nous avions annoncées, on est un peu short, puisque nous sommes à 18,5. C'est une satisfaction quand même, Jean-Luc Biamonti, malgré le contexte, ce plan de restructuration. On s'attendait à quelque chose de plus lourd peut-être, mais ça a été difficile de le mettre en place quand même. Satisfaction, c'est surtout, personnellement, un soulagement parce que c'est pas agréable du tout. Vous voyez, par exemple, au dernier moment, dans les contraints, il y a un monsieur, madame, qui sont le pauvre, ils ne sont pas dans le même job, mais tous les deux, ils sont sur la liste. Bon, on a fait en sorte que, bien entendu, on ne va pas se séparer de monsieur et madame en même temps. On a trouvé des solutions pour madame qui voulait avoir un enfant. On a réussi. C'est un peu moins traumatisant que je n'aurais craint. Je ne peux pas dire que je suis content, heureux, je ne sais pas quel est le satisfait. Vous m'avez dit, on n'est jamais satisfait de devoir faire ça, mais je trouve que ça s'est passé dans les meilleures conditions possibles, oui. Vous parliez de l'exercice, la fin de l'exercice 2020-2021 qui se clôture le 31 mars. Vous avez déjà une vista sur les chiffres? On avait annoncé au moment du semestriel, au bout de 6 mois, on avait dit qu'on pensait qu'on avait perdu 43 millions au premier semestre
Et on s'était dit que ça pourrait être... Enfin, d'habitude, on perd plus au deuxième semestre, beaucoup plus au deuxième semestre qu'au premier. Ça sera malheureusement le cas, encore que c'est peut-être un peu moins qu'on aurait craint. Mais voilà, c'est... Comparé à il y a 2 ans, 25 millions de profits. Voilà. Donc il y a un écart de 120 millions à peu près entre les 2 années. Je vous avais posé une question en octobre dernier, si ce plan allait assurer la pérennité de la SBM. Je vous la repose aujourd'hui. Est-ce que ce plan va permettre à la SBM de retrouver ses couleurs? Et en fait, la SBM arrive dans le Covid quand même assez faible. Il y avait des problèmes structurels dans la boîte. Quelque part, le Covid nous a forcés à trouver des solutions un peu plus rapidement. Comme je vous l'avais dit, l'idéal, ça aurait été de trouver 25 millions d'économies. On ne les a pas trouvées, on en a trouvé 18,5. C'est moins bien que 25 et c'est beaucoup mieux que 0. Mais oui, on est en ordre de bataille, on peut rebondir. C'est l'état d'esprit de la SBM actuellement. On mise sur... voilà, on vient de passer la crise. Maintenant, l'objectif, c'est la relance du groupe. Oui, la relance, une fois de plus, dans de meilleures conditions, avec, je crois, quand même, à la fois un management et le personnel qui a compris à quel point notre situation était un peu difficile précédemment. On avait un peu tendance, je prends toujours la même image, mais on avait le staff pour le 15 août, mais y compris le 15 novembre. Donc là, on va être plus flexible, plus agile, et ça devrait nous permettre effectivement de mieux affronter les années qui viennent. Moi, je suis optimiste. Alors, je suis optimiste modulo, évidemment, la reprise économique en ce moment. Enfin, vous avez peut-être plus d'informations que moi sur les vaccins, sur les virus. J'ai toujours pas de. Mais nous, on est en train de travailler sur quelque chose où on redémarre progressivement, pas immédiatement au mois d'avril, puisqu'on sait que le tournoi de tennis sera à huis clos. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer pour les différents grands prix. Mais enfin, en faisant l'hypothèse quand même qu'on va vers le meilleur et pas vers le pire d'un point de vue sanitaire, la société est prête. Sans être en sous-effectif, Jean-Luc Biamonti? Non, tant s'en faut. Je pense que si on avait pu faire un peu plus, on aurait fait. Mais voilà, il arrive un moment où tout le monde se remet au travail. On a passé quand même beaucoup de temps à négocier, des tensions avec les syndicats. Tout ça, je l'espère maintenant, est derrière nous. On n'a pas tout à fait atteint notre objectif, mais on va tous se remettre au boulot et regarder vers l'avant. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci beaucoup. Voilà pour cet entretien du président délégué de la Société des Bains de Mer. De retour dans la newsroom pour faire un premier point sur l'actualité avec vous, Frédéric Hélion. Bonsoir Frédéric. On commence par cette information concernant le plan de relance en principauté. Bonsoir Émilie, le gouvernement a décidé de soutenir les concessionnaires automoto de la principauté. Depuis plus de 25 ans, Monaco s'est engagé dans une politique incitative en faveur des véhicules électriques, avec la volonté d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le montant alloué aux surprimes dans le cadre du plan de relance du gouvernement est de 5 millions d'euros. Une bonification est accordée jusqu'au 30 juin pour les achats de véhicules écologiques ou de vélos à assistance électrique dans un point de vente de la principauté, à condition que le prix d'achat hors option soit inférieur à 50 000 euros TTC et que les émissions soient inférieures à 60 grammes de CO2 par kilomètre. On passe à la participation de Monaco à la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable. Tel est le thème de cette 5e Assemblée qui s'est ouverte en format virtuel le 22 février. Une délégation monégasque menée par le professeur Alain Picmal, représentant permanent de Monaco auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a participé à cette réunion. Durant son intervention, le professeur Picmal a abordé les mesures prises par Monaco pour assurer la préservation de la biodiversité sur son territoire, la renaturation de la ville et la réduction des déchets plastiques. Et on termine par du football. Frédéric, coup d'arrêt pour l'AS Monaco, battu à Strasbourg hier soir à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. La belle série monégasque s'est arrêtée en Alsace hier soir après 12 matchs consécutifs sans défaite en championnat. Monaco s'est incliné à Strasbourg, 1-0, un but encaissé en toute fin de rencontre à la 91e minute.
Mauvaise opération pour l'ASM car les 3 équipes devant au classement, Lille, Paris et Lyon, ont toutes gagné. Et prochain match des Rouges et Blancs lundi avec le derby face à l'OGC Nice en Coupe de France. Nous recevrons d'ailleurs très prochainement l'ancien joueur Jérôme Roten pour évoquer cette rencontre face aux voisins niçois. Vous faites quoi ce week-end? C'est la une du journal Libération aujourd'hui. Vous le savez, le gouvernement français a instauré des mesures localisées comme le confinement le week-end dans les Alpes-Maritimes. Une mesure qui n'est pas appliquée en principauté. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir comment vous vous occupiez les week-ends désormais. Réponse au micro de Fabien Bonilla. On essaie de trouver des occupations à la maison. On a 2 petits-enfants, ils ont 3 et 5 ans. Donc en général, on a une terrasse. Attendez, excusez-moi. On a une terrasse, donc c'est vrai qu'ils jouent pas mal aussi, ils ont un petit extérieur et on passe le temps comme ça. Depuis le premier confinement, ils ont pris l'habitude, ils se sont adaptés les enfants. Vous voyez, j'ai un chien, alors on va se promener, on va vers les plages, on se balade, voilà, rien de sensationnel. Mes week-ends, voilà, je marche comme aujourd'hui, j'essaye d'y aller 4-5 fois dans la semaine, le week-end, voilà. On s'occupe comme on peut. Je m'occupe à m'occuper déjà des petits, à labourer les terres parce qu'à la maison on a de quoi faire. Et après, on s'évade sur la cuisine, un peu le vélo dans le parking. En gros, on essaie de trouver un peu ce qu'on peut faire, ce qui n'est pas évident. Parce que bon, une fois qu'on est confiné, on n'a pas le droit de sortir de la zone de chez nous. Mais des fois, c'est pas facile. On reste à Monaco, on n'a pas le choix, de toute façon. Et qu'est-ce que vous faites en général le week-end? On se promène, rien de spécial. Alors, pendant le week-end, le matin, c'est la messe. Et l'après-midi, le tour du pâté de maison. Et voilà. Et les week-ends sont là. Marcher, c'est d'ailleurs bon pour la santé. Hier, nous vous avons questionné sur votre angoisse ou non d'aller chez le médecin par peur de contracter le coronavirus. Globalement, vous avez répondu ne pas avoir d'anxiété à ce sujet. Mais est-ce que ce ressenti est constaté par les professionnels de santé? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir en contactant Thomas Kilian, médecin généraliste. Bonsoir docteur. Bonsoir Émilie. Avez-vous constaté une certaine crainte de vos patients à l'idée de venir consulter chez vous au cabinet? Écoutez, à l'heure actuelle, non. Nous avions constaté ça au moment de la première vague, de manière très importante. Les gens étaient en effet très inquiets à l'idée de se déplacer en cabinet. Il y avait d'ailleurs des consignes en ce sens-là. Actuellement, pas du tout. Actuellement, les patients consultent de manière importante. Nous avons même un afflux de demandes en nette croissance depuis plusieurs semaines. Et quelles sont les principales préoccupations de vos patients par rapport à la Covid-19 ? Alors, la volonté actuellement, je pense, d'une grande partie de la population est de faire de la prévention. On a bien pris conscience, aussi bien nous les médecins que la population en général, que prendre soin de sa santé en amont et optimiser un maximum son système immunitaire, éviter toute défaillance au niveau de pathologies chroniques était vraiment la clé. Donc les gens ont vraiment à cœur de venir se prendre en charge, assurer les suivis qui ont peut-être été un petit peu décalés pendant malheureusement des mois depuis le début de cette pandémie. Ils vous font tout de même part de leur crainte à l'idée d'attraper le coronavirus au cabinet de consultation ? Alors oui, il y a bien évidemment ce point qui est évoqué, mais je pense que la population a vraiment pris conscience de tous les moyens qui sont mis en place. Ils réalisent que les cabinets médicaux, et c'est le cas bien évidemment chez nous, mais comme dans l'ensemble des structures, je pense, sont désinfectés extrêmement régulièrement dans la journée. Il y a un travail de filtre également, très important en amont par notre secrétaire, qu'on a vraiment formé pour essayer de détecter tous les symptômes potentiels de patients symptomatiques afin qu'aucun patient symptomatique ne mette les pieds au cabinet. Comment cela se passe dans votre salle d'attente ? Alors on a bien évidemment adapté à nos pratiques au cours de cette année. Donc on a diminué les zones d'assises, donc on a supprimé énormément de sièges pour justement respecter les distanciations. Il y a des structures barrières physiques au niveau du secrétariat, donc une vitre plexiglas. Nous travaillons uniquement sur rendez-vous, donc nous faisons en sorte, dans la mesure du possible, d'espacer un maximum les rendez-vous, sans oublier bien évidemment le gel et les masques qui restent la base. Bien sûr, et c'est comme ça que vous rassurez vos patients. Certains peut-être sont devenus hypocondriaques avec le coronavirus. Il y a une ambiance bien évidemment anxiogène actuellement, ce qui est tout à fait normal. Nous faisons face à une situation totalement inédite de pandémie mondiale, donc beaucoup de craintes qui commencent à évoluer favorablement avec l'arrivée de la vaccination. Je souligne vraiment les moyens mis en place au niveau de la principauté sur cette rapidité de vaccination chez les seniors, permet de lever justement une forme d'anxiété.
Et on insiste beaucoup avec les patients sur l'importance de se faire suivre. Tous ces patients chroniques, je pense aux diabétiques, aux patients qui ont des problèmes respiratoires chroniques ou des problèmes cardiaques, il est vraiment très important qu'ils reprennent leur suivi chez leur spécialiste et assurent vraiment la continuité des soins pour éviter de décompenser leur pathologie. La visioconsultation peut aider aussi dans ce constat que vous venez de faire. Vous avez opté pour la visioconsultation comme certains confrères ? Oui, tout à fait. Merci d'aborder ce point qui est vraiment un outil très intéressant. Il va nous permettre de garder le lien avec beaucoup de patients un petit peu isolés. Il va permettre de répondre aussi à certaines craintes à certains moments et à certaines angoisses. Il va permettre également de suivre des patients qui, pour certains, comme vous le savez, à Monaco, on a une patientèle locale, mais on a aussi une patientèle internationale en partie. Des gens qui, pour certains, ont été bloqués à l'étranger dans des résidences secondaires, qui permet justement, grâce à cet outil, d'assurer un suivi, de donner des consignes de patients qu'on suit depuis longtemps. Et puis surtout, ça va permettre aussi d'avoir accès à des examens complémentaires puisque les outils modernes permettent de transférer des données sécurisées, de récupérer des comptes rendus, d'envoyer des ordonnances. Ça représente une part non négligeable, je dirais pas loin d'un tiers de nos consultations. Et les patients s'y font, le fait de ne pas avoir ce contact avec le professionnel de santé ? Écoutez, dans l'ensemble, c'est très bien accueilli puisque ce contact visuel va être quand même très rassurant. Les patients un petit peu plus âgés étaient souvent un petit peu inquiets sur l'aspect technique, mais finalement les outils sont très simples et très intuitifs. Donc avec un simple téléphone, une tablette ou un ordinateur, on arrive aisément à se connecter. Et bien évidemment, on explique aux gens que ça ne remplace pas un rendez-vous physique. Donc certains rendez-vous sont un petit peu espacés quand il n'y a pas d'urgence et peuvent être remplacés par une téléconsultation, mais rien ne vaut bien sûr un examen clinique. Et j'insiste, me permets sur un petit point aussi, parce qu'on insiste beaucoup auprès de nos patients sur certains tests de dépistage qui ont été décalés dans certains cas. Je pense par exemple aux colonoscopies, aux mammographies, aux examens de suivi et de dépistage de cancer. Je pense que c'est très important d'insister, c'est ce qu'on fait actuellement avec nos patients. On est en pandémie certes, mais il faut continuer à assurer ces dépistages et ne pas repousser trop ces examens qui dans certains cas, ont été repoussés d'une petite année à cause de la crainte des gens. Donc les gens ont vraiment conscience maintenant qu'il faut reprendre son suivi malgré la pandémie et que tous les outils sont mis pour que ça puisse être fait en sécurité et dans les meilleures conditions. Docteur, une question un petit peu plus globale à présent. Est-ce que les mesures anti-Covid ont éteint presque les autres épidémies comme la gastro-entérite ou la grippe? Cela a freiné d'autres virus ? Oui, tout à fait. Ça, on le note de manière notable. On a beaucoup moins de viroses cette année, donc très peu de grippe, un petit peu de gastro, mais bien inférieur aux années précédentes, ce qui est tout à fait logique. Merci beaucoup Thomas Kilian d'avoir été avec nous ce soir. Et puis on a bien compris votre message de ne pas repousser les rendez-vous médicaux. Merci à vous. Parlons de toute autre chose à présent. Vous l'avez peut-être remarqué, un vaste programme de travaux a débuté au Jardin Exotique. La première phase consiste à rénover les faux rochers qui permettaient jusqu'alors de supporter le parcours visiteur. Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni vous apportent plus de détails sur cette opération dans ce reportage. L'objectif était de neutraliser un risque majeur sur la falaise du Jardin Exotique. Lors d'un contrôle de routine, certains faux rochers semblaient ne plus être en conformité. Ces derniers avaient été créés il y a bien longtemps afin d'aménager un parcours pour les visiteurs au sein du site historique. Ces rochers ont 90 ans. Donc ils ont été entretenus largement pendant ces 90 ans, mais ils sont arrivés à un niveau de vétusté qui aujourd'hui impose une dépose intégrale dans certains cas, que l'on a qualifiée d'urgente, mais qui en réalité est impérative, de sorte à neutraliser totalement le risque de sécurité ou d'insécurité vers le public. Enfin, à l'époque, était constitué sur le site. Donc il s'agit d'ouvrages qu'on pourrait qualifier d'artisanaux et presque chirurgicaux. Chaque rocher est réalisé pour s'intégrer dans un contexte défini. Donc il n'est pas possible ni de les récupérer ni de les réutiliser. Donc je dirais que la seule issue pour ces faux rochers initiaux est la mise en réserve. En collaboration avec le gouvernement princier, la mairie a initié ces travaux courant 2020. Un parcours de rénovation du Jardin Exotique est en cours. On a aussi rénové des passerelles, toutes les anciennes passerelles qui étaient aussi abîmées. Et dans ce cadre-là, on a dû reconstruire des morceaux en béton pour refaire les appuis de ces passerelles. Et donc du coup, à l'heure actuelle, ces morceaux de béton sont visibles
Et on pense qu'il sera nécessaire aussi de reconstituer un faux rocher dessus pour redonner un aspect original au site. Avec le Covid, ça nous a permis de supprimer le phasage de travaux. Donc on a pu se concentrer sur faire toute l'opération sans client, que ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire s'il y avait eu, on avait rouvert le jardin, ce qui était prévu initialement. Dans les prochaines phases de travaux, une rénovation des sols est prévue afin de retrouver une certaine harmonie sur l'ensemble du site. On retrouve Frédéric Hélion pour un nouveau point sur l'information avec cette nouveauté annoncée par Monaco Mediax. Sportel vient de créer Sportel Plus, une nouvelle plateforme digitale qui propose divers contenus et notamment les e-talks, un nouveau cycle de conférences en ligne gratuit. Coup d'envoi jeudi 11 mars avec 2 sessions animées par plusieurs conférenciers avec pour thème l'évolution des stratégies en matière de droit médiatique sportif et les nouvelles stratégies de streaming et de diffusion. Parlons à présent de cet événement organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Frédéric. Le Monaco Economic Board organise jeudi 8 mars de 16h à 17h un webinaire consacré à la réussite des femmes en entreprise en partenariat avec l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Au programme, plusieurs témoignages d'entrepreneuses et de dirigeantes de sociétés monégasques. Et une dernière information concernant l'Opéra de Monte-Carlo. En raison de la crise sanitaire et des mesures prises par les gouvernements monégasques et français, toutes les représentations de l'Opéra de Verdi, I Lombardi alla prima crociata, les 20, 23, 25 et 28 mars, sont avancées à 14h. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Nous vous emmenons à présent dans un lieu où il fait bon de se retrouver, un lieu qui se lève tôt. Le marché de la Condamine s'est adapté depuis le début de la pandémie pour permettre de continuer à vivre tout en respectant les règles en vigueur. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. Il est le cœur de l'attractivité monégasque. Le marché de la Condamine est un lieu de vie incontournable en principauté. Face à la crise sanitaire, les mesures sont renforcées et l'activité est quelque peu ralentie. C'est vrai que depuis lundi dernier, ces personnes pendulaires, du fait du télétravail qui a été rendu obligatoire pour les postes qui le permettent, sont moins présentes sur le marché. Donc la fréquentation, même si c'est un petit peu tôt pour le dire, est quand même en baisse. La vente emportée est toujours possible, évidemment, sur les horaires qui le permettent. Quant au service du soir, qui également, depuis 15 jours, n'est plus possible pour les cabines de restauration, bon, ces cabines-là qui ont la possibilité de faire de la livraison à domicile le font. Malgré tout, c'est quand même compliqué pour ces cabines de rendre un chiffre d'affaires qui soit un peu plus à l'équilibre. Ouvert seulement depuis le 22 décembre dernier, Bio est un tout nouveau traiteur-boutique qui a fait le pari audacieux de s'installer en pleine crise sanitaire. Je pense que c'est toujours intéressant d'ouvrir dans ce genre de situation parce que justement il faut vraiment être solide sur ses acquis et faire quelque chose de bien, et je pense que c'est ce qu'on a fait avec ce traiteur. On est content parce qu'on commence à avoir des habitués, une clientèle qui est plutôt contente de nos produits, donc on va dire que ça prend son essor. Donc c'est plutôt positif. Parce qu'il faut aujourd'hui s'adapter à au nouveau contexte, et la livraison en fait partie. Ça fait partie de nos évolutions prochainement. Le marché de la Condamine reste ouvert 7 jours sur 7 et continue de vivre malgré tout. Il est l'heure à présent de jeter un coup d'œil sur les prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour la journée de vendredi, Frédéric ? Un temps mitigé, Émilie, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Il y aura d'ailleurs un risque d'averse en fin de journée. Côté température, il fera 8 degrés le matin et 12 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h59 pour se coucher à 18h24. Vendredi 5 mars, nous fêterons les Olivias. Merci Frédéric. Et puisque vous parlez de fête, n'oubliez pas dimanche la fête des grands-mères. On les appelle Mamie, Mémé, Mamé ou encore Nona. Et elles sont à l'honneur en cette fin de JT avec les photos de Michael Alési. Merci de votre fidélité et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.